Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien après cette journée de repos. On va faire la présentation de la 16e étape du Tour de France. On va regarder le parcours, tourisme, gastronomie, coureur du jour également, comme d'habitude. Et même on parlera de la Grande Boucle avec une étape assez ancienne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Du côté, n'hésitez pas à indiquer également vos favoris dans les commentaires et votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Et je remercie vraiment les gens qui le font, qui prennent le temps de le faire. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après les mises en ligne de vidéos. Là aussi, je remercie les gens qui font cet effort. Et le moyen le plus simple, c'est de rajouter la petite cloche à côté du bouton abonnez-vous. N'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné également, car des fois YouTube fait des petites feintes. Lendemain de journée de repos, elle fait du bien cette deuxième journée de repos. Autant la première, vous avez des coureurs qui ne ressentent pas forcément le besoin de faire une pause. Elle perturbe parfois plus qu'autre chose cette première journée de repos. Autant la deuxième journée de repos, tout le monde a envie d'une journée de repos à ce moment-là de la course, vraiment. Voilà, donc c'est une journée où il ne faut pas négliger le fait de rouler. Parce que certains voudraient voilà, vraiment se reposer pendant toute la journée, dormir 24 heures, mais non. Il ne faut pas hésiter voilà, à vraiment se reposer, à rouler. Alors c'est pas toujours facile selon comment est placé l'hôtel, parce que là on est du côté de Montpellier, ça veut dire que parfois on peut être en ville au niveau de l'hôtel, donc pas toujours simple. Voilà, faut parfois quitter un petit peu la ville pour pouvoir rouler pendant 1 heure et demie et pas avoir trop de risques. Donc c'est plus simple pour certains que d'autres. Après on peut aussi faire du home trainer pendant 1 heure et demie, ce qui n'est pas toujours hyper agréable. Et puis cette journée de repos, il faut réussir à la gérer du côté des leaders. On a souvent des annonces à la fois de contrats, de nouveaux contrats au niveau des équipes, notamment là du côté d'AG2R avec un nouveau co-sponsor, mais ça arrive très régulièrement. Ça a même posé problème du côté de ce co-sponsor, parce que ce co-sponsor possède également des médias, BFM TV et RMC. On va voir comment on va réussir à parler l'an prochain du Tour de France du côté d'RMC avec ce partenaire qui voilà, possède également des médias. Parce que je crois que c'est la première fois que ça arrive en France. On a eu Sky, mais Sky, nous, on ne le recevait pas. C'est vrai que c'était peut-être aussi un problème en Grande-Bretagne à l'époque pour les médias de Sky. Peut-être Sky News ne pouvait pas critiquer l'équipe de Dave Bradford. Mais là, ça peut être un problème quand même pour certaines chaîne de télé, surtout une radio. Je pense à RMC. Et puis parfois il y a des rumeurs également, il y a des contrats qui se signent aussi pendant les deuxièmes journées de repos. Voilà, on change d'équipe parfois pendant les journées de repos avec les agents, on profite de ces journées de repos pour signer des nouveaux contrats. Bon, cette étape numéro 16, que dire? C'est une course de côte autour du Mont Ventoux. Après, bon, moi le Mont Ventoux m'a jamais passionné, ok, c'est... le paysage est incroyable avec les cailloux, mais et cette transition entre la végétation et vraiment le caillou. Mais le problème du Mont Ventoux pour moi, c'est le vent. Si le vent n'est pas dans le bon sens, ça bloque la course. Il y a pas, voilà, et le vent peut vraiment bloquer la course. Et il suffit pas d'énormément de vent, on va dire en pleine, pour vraiment bloquer la course du côté du Mont Ventoux, parce que comme c'est le mont qui est le plus au sud, il est à l'extrémité, il est dans les Alpes, on le considère dans les Alpes, mais il est surtout en Provence, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est le mont le plus au sud. Et c'est-à-dire que le vent frappe énormément. C'est-à-dire que même si vous avez 15-20 km/h en pleine, vous pouvez avoir le double facilement en hauteur. Donc ça, vraiment, ça peut bloquer la course. Puis le fait qu'il n'y ait absolument pas de végétation pour vous protéger, ça peut être très compliqué à gérer. Après, du côté du Mont Ventoux, bon là c'est une course de côte, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas d'intérêt à rajouter des bosses parce que dans le coin autour du Mont Ventoux, vous n'avez pas de grandes difficultés. On l'a vu plusieurs fois, on avait mis parfois des côtes de deuxième, troisième catégorie. L'année où notamment il y avait eu un feu de forêt où les coureurs étaient vraiment pas passés loin du feu de forêt. On avait cru à un moment que la course serait peut-être obligée de s'arrêter, de se neutraliser à cause d'un feu de forêt.
on n'avait rien fait avant le Mont Ventoux. L'année où on a fait les doubles passages du Mont Ventoux, ça n'a pas été intéressant non plus. Donc autant se contenter d'un seul passage du côté du Mont Ventoux, d'une étape qui est presque une étape encore de transition avant vraiment les grosses Alpes, on va dire. Hein. Ce Mont Ventoux voilà, est un apéritif presque par rapport à ce qu'on aura derrière, avec donc encore une fois le vent qui peut bloquer la course. Les coureurs vont avoir du temps pour remettre la machine en route. Hein. C'est vrai que parfois on dit un lendemain de journée de repos, c'est un peu difficile, notamment un lendemain de deuxième journée de repos. Pas que pour les coureurs, également pour les suiveurs. Hein, parce que sur le Giro, ça va pas vraiment réussir la journée de repos. Mais là, il y aura quand même 150, je sais plus combien de kilomètres de plat avant le Mont Ventoux. Donc normalement, voilà, on aura remis la machine en route. Les sensations devraient être de mieux en mieux au fur et à mesure de l'étape. Et puis, oui, c'est vrai qu'on parlait un peu d'originalité, mais c'est vrai que partir de Montpellier pour aller au Mont Ventoux, on l'a déjà fait. Après, encore une fois, je connais pas très bien la région, mais je pense qu'il y a pas de côte de première catégorie autour du Mont Ventoux. Facilement accessible, pas très loin du Mont Ventoux. Si c'est pour avoir 100 km de transition aussi entre deux bosses, c'est pas très intéressant. Donc je préfère qu'on se contente du Mont Ventoux plutôt que l'on mette une autre difficulté qui soit très loin de l'arrivée, soit qu'on mette des bosses de deuxième ou troisième catégorie qui seront escamotées avant cette montée finale. Le dénivelé positif, 2934 mètres, 7ème dans le classement du côté de cette étape. C'est l'étape de montagne la plus simple. Voilà, c'est l'arrivée d'étape de montagne, voilà, la plus simple dans le classement. Classement de la montagne, 20 points, que l'on prendra seulement à l'arrivée, car c'est un hors catégorie, le Mont Ventoux. Et puis on aura également 40 points du côté du maillot vert, 20 points sprint intermédiaire, 20 points pour cette arrivée au sommet du côté du Mont Ventoux. On regarde tout de suite le parcours de la course. Très simple, donc comme on le disait, on part de Montpellier pour aller au Mont Ventoux, 171 km, dont 150 km de plat. Montpellier, donc la première partie, on passe à Quissac, on passe à Moussac également. Voilà, Uzès, Saint-Laurent-des-Arbres, Roquemaure, Châteauneuf-du-Pape qui sera le lieu du sprint intermédiaire après 112 km de course. On passe par Aubigny-en-Coron. Et puis la montée du Mont Ventoux par Bédouin. Alors, on a décidé d'enlever, parce que des fois on a considéré qu'on démarrait le Mont Ventoux à partir de Bédouin, donc ce qui faisait que le dénivelé, que le pourcentage moyen était un petit peu plus faible. Là, on a enlevé la portion vers Bédouin pour commencer à Saint-Estève. Bon, ils ont déjà fait ça sur l'étape de Luchon-Super-Bagnères, où vous avez enlevé une portion de 3-4 km avant Luchon-Super-Bagnères qui était déjà en prise, qui était déjà en bon fond plat montant. Et bien là, c'est pareil du côté de Saint-Estève, mais entre Bédouin et Saint-Estève, eh bien on a 3 km 900 non, on n'a pas 3 km 900, mais on a un peu de faux plat montant. Donc il faut l'avoir en tête que la montée commence vraiment à Bédouin, et puis après c'est le Mont Ventoux par la face la plus dure. Voilà, et 1902 mètres à l'arrivée du côté de cette difficulté, en passant bien entendu par Chalais-Reynard, mythique Chalais-Reynard pour Christopher Froome. Et cette étape, ce final d'étape absolument dingue du côté de Chalais-Reynard qui avait été remporté par Thomas de Rent ce jour-là. La montée, donc 15 km 600. La particularité du Mont Ventoux, c'est que c'est dur énormément dans sa première partie. La première partie du Mont Ventoux, très compliqué jusqu'à 8-9 km, c'est-à-dire toute la partie, on va être protégé. On va avoir de la végétation, là on a des gros pourcentages, notamment un kilomètre à 10,2%, mais vous voyez, on va assez rarement redescendre sous les 9% dans ces 8 premiers kilomètres. Et ensuite, quand on arrive dans les portions beaucoup plus à découvert, et bien là, les difficultés s'atténuent légèrement. On va plutôt être aux alentours de 6,5%, 7%, 7,5%, un peu plus calme. Et puis dans les 2 derniers kilomètres et demi,
Là, la pente va réaugmenter et notamment entre... Donc là, on sera à 8,7% entre le kilomètre 13 et le kilomètre 14. Et entre le 14 et le 15, on est à 9%. Et dans les 600 derniers mètres, on est à plus de 11% avec notamment ce dernier virage, cette épingle qu'il faut bien gérer, surtout si on est en petit comité. Donc comme vous le voyez sur les 2 derniers kilomètres et demi, on est sur une période, sur un passage supérieur à 9,5%. Donc il faut le prendre en compte également dans la difficulté de cette montée. Donc on rappelle 8,7%, la première partie très dure. Et ensuite la dernière partie, les 2-3 derniers kilomètres également. C'est vrai que la configuration de cette montée fait que soit on décide de partir tôt, ce qui est quand même une prise de risque, de partir à 7-8 km de l'arrivée, soit on décide d'attendre les 2-3 derniers kilomètres, mais ce qui nuit un petit peu au spectacle. On regarde un petit peu les passages techniques dans ces derniers kilomètres. C'est pas très difficile en sachant qu'en plus il n'y a pas de végétation. Donc vous voyez extrêmement bien, voilà, du côté de cette route du Mont Ventoux. Et donc l'épingle, cette épingle-là qu'il faut bien gérer en cas de sprint en petit comité, cette épingle qui est à 80 mètres de l'arrivée. Voilà, donc il faut bien la gérer du côté de cette arrivée au Mont Ventoux, du côté de cette étape. Mais vous voyez, hein, pas de virage difficile, pas de gros enchaînements d'épingles, en sachant qu'en plus on est sur des gros pourcentages à partir de 3 km de l'arrivée, où là on va vraiment voir le sommet, hein. On voit le sommet assez loin, hein, du bas de la bosse, donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est impressionnant mentalement avec le Mont Ventoux, c'est qu'on le voit de loin, on le voit de très très loin et qu'il fait peur, ce Mont Ventoux. Donc on regarde l'étape, donc on part de Montpellier pour aller un petit peu dans les terres et récupérer bien Châteauneuf-du-Pape et ensuite ce Mont Ventoux qui sera le lieu donc de l'arrivée de cette journée de compétition. Et ben on regarde tout de suite le tourisme du côté de cette journée. On commence du côté de Montpellier avec cette rubrique tourisme et avec la place de la Comédie, construite en 1755, cette place de Comédie. Qui constitue le cœur de Montpellier, un petit peu comme la place du Capitole à Toulouse. Elle est entourée de constructions cossues et fermée à son extrémité par l'Opéra Comédie. Elle fait 230 mètres de long et 50 mètres de large. On retrouve au centre la fontaine des Trois Grâces et l'œuf dessiné au sol avec une ligne de marbre rouge. Elle a pris le nom de la Comédie. L'opéra installé au sud-ouest de la place. Et donc l'Opéra Comédie, on va en parler parce que donc il est juste à côté, il est à 2 pas, cet Opéra Comédie, alors que vous voyez donc la magnifique statue des Trois Grâces ici. L'Opéra Comédie à l'intérieur, c'est magnifique également, construit en 1888. Alors il y a eu un premier théâtre du côté de Montpellier en 1755 où il y avait donc une salle de spectacle doublée d'une salle de concert perpendiculaire à la première. Le problème, c'est qu'en 1785, eh bien, un incendie détériore le théâtre. Il est reconstruit à l'identique et commence à fonctionner en 1788. Mais dans la nuit du 5 au 6 avril 1888, là encore, bim badaboum, de nouveau un incendie qui va détruire complètement le bâtiment, rien n'est récupérable, et donc un théâtre provisoire réalisé en bois va être construit sur le Champ de Mars, devenu depuis une esplanade, et ensuite on va construire un nouveau bâtiment, et c'est un grand théâtre à l'italienne, qui est l'œuvre de Joseph-Marie Cassien-Bernard, voilà, qui a construit cet opéra Comédie. Et puis on termine avec un musée, le musée d'anatomie que vous pouvez retrouver, ce musée d'anatomie qui se situe au premier étage du bâtiment historique de la faculté de médecine. On y retrouve plus de 13 000 pièces. Alors, il faut avoir un petit peu le cœur accroché, hein. C'est un conservatoire d'anatomie qui a été créé en même temps que l'école de santé de Montpellier en 1795.
Et vous avez des modèles en plâtre, des préparations de dissection, hein, donc voilà, il va falloir avoir le cœur accroché, ainsi que des nombreux instruments médicaux et chirurgicaux. Vous avez également des préparations anatomiques, enfin voilà, vous avez plein de choses qui ont été faites notamment par des étudiants en médecine au 19e siècle, au début du 20e siècle, voilà, et notamment des particularités, on va dire, du corps humain également dans des bocaux, certainement dans du formol. Donc si vous aimez le formol, si vous aimez un petit peu l'anatomie aussi, c'est un domaine qui vous intéresse, ou si vous voulez faire une visite un petit peu originale, et que vous avez le cœur accroché, vous avez le musée d'anatomie. Voilà. On poursuit du côté de cette journée dans le sud, et on commence avec ce château de Montferrand, château de Montferrand, que vous voyez ici à l'écran, en haut d'une colline, comme souvent dans la région, du côté de Saint-Mathieu de Tréviers. Eh bien, c'est un château médiéval du XIIIe siècle. En fait, c'était une ancienne place forte romaine qui est mentionnée pour la première fois au XIIe siècle, et le château est confisqué au comte de Toulouse, Raymond VI, durant la croisade des Albigeois, et il va être confié par le pape à l'évêque de Maguelone. Voilà, les protestants vont s'emparer du château en 1574. Antoine de Cambourg le reprend et va le restaurer en style Renaissance. Ce château est démantelé en 1709, et la communauté de communes de la région a annoncé un programme de sauvegarde du site afin de préserver son état de ruine. Alors le site n'est plus accessible au public depuis 2018 pour des raisons de sécurité, et donc voilà, on est en train de le restaurer actuellement, donc peut-être que dans les années à venir on pourra retourner sur ce lieu. On continue du côté de Val-Flonès avec cette grotte de l'Ortus, qui a servi de refuge aux hommes de Néandertal. Voilà, il y a entre 60 000 et 30 000 ans. La fouille de son porche menée par une équipe a permis d'obtenir des informations sur le climat, sur la faune, sur la flore également, des hommes qui ont abandonné le site. Voilà, du côté de cet endroit. Alors on a trouvé pas mal d'objets, des poings, des lames également, et puis des ossements aussi à l'intérieur de cette grotte. Du côté de cette grotte de l'Ortus. On poursuit du côté de notre Vizime. Nous sommes désormais dans le Gard. Et du côté du Gard, eh bien, nous avons la commune de Brignon, voilà, que vous voyez à l'écran, voilà, avec des remparts médiévaux. L'enceinte de Brignon, qui est un petit village, 710 habitants, avec un château fort et son rempart, ses tours et sa chapelle castrale, qui fut édifiée dès la fin du XIe siècle par les seigneurs Raymond de Brignon. Mais ce nom de Brignon serait plus ancien et correspond à la butte habitée dès le néolithique, donc ça serait un nom très ancien dans la région. Voilà. Le château a été désaffecté au XVIIIe siècle, désormais nous n'avons plus de chemins de ronde qui ont été détruits par les toitures des maisons avoisinantes. Et désormais c'est un bâtiment inscrit au monument historique depuis 2008, enfin le village même est inscrit au monument historique. Nous avons le domaine de la Tour, ça c'est à Saint-Chapt. Voilà, ce bâtiment, domaine de la Tour, construit entre le XIIIe et le XIXe siècle. C'est un domaine qui se décompose en 3 parties correspondant à 3 interventions architecturales majeures, j'ai réussi à le prononcer du premier coup. On a d'un côté le château médiéval. Ensuite, nous avons un château neuf construit en 1796. Et puis, il va y avoir un bâtiment qui va être construit en 1865 avec notamment... on va finir en fait le château qui est neuf. Et on va rajouter 2 galeries avec une chapelle dans le donjon. Voilà. Et le jardin se distingue par son grand axe de platanes centenaires. Le bosquet situé à l'entrée du parc, c'est également un domaine viticole aujourd'hui, ce domaine de la Tour. Il y a pas mal
sur cette étape, de lieux avec des vignes où on fabrique du vin dans la région, et bien entendu du vin à consommer avec modération, et surtout faites attention quand vous reprenez le volant. Du côté d'Uzès, on passe avec le duché d'Uzès. Voilà, je vous montre un petit peu une photo. Alors j'espère que c'est le duché d'Uzès parce que j'avais du mal à avoir les infos sur les photos. C'était un peu flou pour avoir les informations. Et vous savez que sur le site du Tour de France, sur les photos, il n'y a jamais de légende. Château qui date entre le 12e et le 19e siècle. Premier duché de France. Le château est le fief de la même maison depuis 9 siècles. Le bâtiment de la vicomté est ainsi nommé car il a été édifié par Robert, descendant direct à la 8e génération du premier Uzès, auquel remonte la filiation suivie. Voilà. Donc l'aile, alors c'est un château qui a donc été commencé de construire, notamment en 1328. Et puis au XVIe siècle, on a modifié un petit peu le château, on a construit une nouvelle aile. Car on voulait saluer le fait que Antoine de Crussol, qui était le premier duc d'Uzès, avait été fidèle au roi pendant la guerre des religions. Voilà, donc ce château qui occupe un vaste quadrilatère fortifié dominé par 3 tours. Voilà. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire la visite des salons et des salles. Les visites se font toujours. Et il est toujours habité par la famille ducale. Ça, c'est vraiment la particularité de ce château. C'est vraiment très intéressant à voir. On poursuit du côté de cette étape avec le château que je retrouve, le château de Pouzillac. Pouzillac, là également, toute petite commune, 750 habitants. On est au kilomètre 84 de la journée. Château, construit entre le 12e siècle et le 19e siècle. Alors, édifice d'aspect pittoresque et original, remanié au 19e siècle, mais ayant conservé beaucoup d'éléments médiévaux. Vous avez notamment la cuisine au rez-de-chaussée qui pourrait être médiévale. À l'intérieur du château, on a des très beaux plafonds qui datent du 18e du XVIIe siècle, et puis salon, cheminée, la chapelle date du XVIIIe également, et puis d'autres portions de ce château, donc date du XIXe siècle, monument historique depuis 1998. Vous avez également le château de Roquemaure, que vous voyez ici, château de Roquemaure, qui date là du XIIIe siècle. C'est un château médiéval. C'est l'ancien château des comtes de Toulouse et il va passer aux mains des évêques et prévôts d'Avignon et tomba ensuite dans le domaine royal. Le pape Clément V mourut dans l'une des chambres de ce château le 20 avril 1314 et l'édifice possédait une chapelle construite par Saint Louis sur le modèle de la Sainte Chapelle. C'est vrai qu'on est dans une ville aussi, on est dans une région, notamment Avignon, la cité des papes. Voilà, où les papes ont eu une importance pendant plusieurs années, notamment cette fin du Moyen-Âge. Voilà. Donc du côté de ce château de Roquemaure. Et puis maintenant nous arrivons dans le Vaucluse. Et du côté du Vaucluse, et bien entendu, nous avons Orange, bien entendu, connu Orange pour son théâtre antique, bien entendu les chorégies d'Orange. Du côté de la musique classique. Ce théâtre antique d'Orange est l'un des théâtres romains les mieux préservés dans le monde occidental. La façade nord de son mur de scène, 37 mètres de haut sur 107 mètres de long, que le roi Soleil considérait comme la plus belle muraille de son royaume. C'est devenu un écrin pour les plus grands spectacles lyriques. Aujourd'hui, près de 8000 spectateurs peuvent accéder à des spectacles à l'intérieur de ce bâtiment. Et puis, vous avez également l'arc antique qui daterait, lui, du 1er siècle du côté d'Orange. Un arc antique qui a été probablement érigé entre les années 20 et 25 pour commémorer les victoires de Germanicus.
qui était mort en 19. Voilà, selon l'interprétation que l'on donne à la dédicace ajoutée à cette date sur les deux faces du monument, ça pourrait être également restitué à Tibère en 26 ou en 27 après Jésus-Christ. Et le monument fut fortifié, il a servi de bastion avancé à l'entrée de la ville au Moyen-Âge notamment. Voilà, l'arc mesure 19,57 m de long, 8,40 m de large, et il atteint une hauteur de 19,21 m. Voilà, et il est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Et puis bien entendu, on passe au sprint intermédiaire avec le château de Châteauneuf-du-Pape. Bien entendu, alors Châteauneuf-du-Pape connu également pour son vin, mais le château gothique rhodanien construit entre 1316 et 1333. Ce château, cette construction qui a été ordonnée par Jean XXII, elle va durer de 1316 à 1333. Autrefois, ce château avait une fonction défensive parce qu'il avait une position stratégique sur la colline, en limite avec la principauté d'Orange, mais c'était aussi un lieu de villégiature pour les papes installés alors à Avignon, qui passaient parfois leurs vacances du côté de Châteauneuf-du-Pape. Alors il va être malmené durant la guerre de religion. Il est dynamité le 20 août 1944 lors de la retraite des Alliés. Alors on peut encore admirer le donjon, la façade ouest et une vaste salle basse voûtée. Mais forcément il a été un petit peu amoché par la retraite des Alliés le 20 août 44. Bien entendu, on termine cette étape du côté du Mont Ventoux. Alors au Mont Ventoux, bien entendu, vous avez la stèle Tom Simpson, bien entendu, qui revient peut-être sur le premier drame du dopage dans l'histoire, même si on a eu des catastrophes, enfin on aurait pu avoir des catastrophes bien avant avec cette stèle Tom Simpson, donc décédé en 67, champion du monde en 65, vainqueur de Milan-San Remo, qui aurait pu avoir encore une énorme carrière. Ça aurait peut-être pu être l'adversaire même d'Eddy Merckx pendant peut-être les premières années, jusqu'aux années 70, du côté d'Eddy Merckx. Ça aurait pu être un des adversaires majeurs du Belge. Mais il avait pris des amphétamines sur cette étape et il va être en totale déshydratation, complètement désorienté sur la fin d'étape, et il va s'écrouler sur le Mont Ventoux où il va décéder. Et on aurait pu penser que ça serait marquant dans le monde du cyclisme à ce moment-là, mais peut-être qu'aussi à cette époque-là, le rapport à la mort était un petit peu différent, surtout le rapport à la mort dans le sport était un petit peu différent. Et en gros, au bout d'1 an, 2 ans, la mort de Tom Simpson va un peu passer inaperçue, et il faudra revenir bien après pour qu'on s'intéresse un peu au dopage, mais pas forcément à cause des morts même, dans un premier temps. C'est vrai que l'affaire Festina, on aurait pu avoir des affaires avant, il y a eu des morts du dopage même, entre Tom Simpson et l'affaire Festina, mais voilà, du côté du cyclisme, ça n'avait pas véritablement traumatisé cette mort de Tom Simpson et quelques coureurs auparavant qui avaient eu déjà, qui étaient passés pas loin de la catastrophe. Et puis on peut même dire un Mauro Gianetti qui s'était retrouvé dans le coma. Ça n'avait pas perturbé beaucoup de coureurs à l'époque, en 98, parce que c'est avant l'affaire Festina, du côté de, je crois, de Mauro Gianetti, si je me rappelle bien du côté des dates. On poursuit du côté de cette journée avec les gorges également que vous voyez à l'écran. Hop là, ces gorges, alors c'est une photo du Dauphiné, donc je ne sais pas pourquoi la photo, vous avez cette madame, c'est la photo avec la meilleure résolution que j'ai trouvée. Cette photo donc des gorges, c'est les gorges de Toulourenc, je sais pas comment on doit le dire, qui se trouve entre Saint-Léger-du-Ventoux et Vaison-la-Romaine. C'est un canyon naturel préservé avec des paysages spectaculaires. Alors, j'ai vu d'autres photos qui sont en moins bonne résolution, c'est vraiment magnifique. Voilà, du côté des gorges du Toulourenc. Et puis on termine du côté de Malocène, alors connu par les amateurs
du Tour de France par les amateurs du Ventoux également, ceux qui ont déjà grimpé le Ventoux du côté de Malaucène. Voilà, c'est un village qui offre de nombreux atouts, un village médiéval, une cour ombragée également. On avait eu l'arrivée de l'étape en 2021 qui avait été remportée par Wout van Aert avec les 2 passages par le Mont Ventoux. Et c'est au nord-ouest voilà, du Mont Ventoux que se situe Malaucène. On passe désormais à la gastronomie. Et du côté de la gastronomie, on a pas mal de choses voilà, à vous montrer, notamment ce plat qui est la chichoumei. Alors même si ma photo est marquée ratatouille, c'est bien de la chichoumei, je vais vérifier. Qui ressemble en fait à une ratatouille. Hein. C'est une préparation à base d'aubergines, d'oignons, de tomates, auquel on va rajouter de la courgette, voilà, à l'intérieur de cette préparation. Non, mais pas de courgette, pardon. Ah non, c'est ça devient une ratatouille quand on y ajoute de la courgette. Voilà, ce n'est pas une ratatouille. Si on rajoute de la courgette, ça devient une ratatouille. Voilà, donc c'est la base d'une ratatouille du côté de ce plat qui a été inventé il y a très longtemps, hein, cette spécialité. Alors la préparation elle est simple, il suffit de couper les aubergines en petites lanières, les faire sauter. Pendant ce temps-là, on va couper les oignons, les tomates, enlever les aubergines, faire fondre les oignons. Quand ils deviennent transparents, on met les tomates, on rajoute les aubergines qu'on avait retirées précédemment. Puis après, on va laisser mijoter, voilà, pour que ça s'épaississe un petit peu et que ça fasse une magnifique potée, voilà, comme une ratatouille. Vous savez, la texture tout simplement d'une ratatouille, voilà. Alors dans certains pays, on va rajouter des haricots verts, du riz. On peut également voilà, faire rajouter d'autres ingrédients, mettre du thon également de temps en temps, faire un œuf frit également sur le dessus. Mais la vraie chichoumei, eh bien, c'est tout simplement aubergines, oignons, tomates. Voilà. On continue avec les moules du côté de Montpellier. Et cette recette de moules qui est là, que je retrouve le nom, la brazucade, pardon, la brazucade de moules. Alors ce sont des moules que l'on va cuire comme ça à la plancha ou dans une poêle à paella ou dans un grand wok, voilà. On va les cuire dans ce plat. On peut les faire à la plancha également, avec de l'huile, du thym, du romarin, voilà, pour les cuire. Alors ça va assez vite, hein, mais c'est vrai que c'est voilà, le plat de l'étang de Thau. Voilà, autour de l'étang de Thau, on mange énormément ce plat voilà, de brazucade de moules. Donc en fait, ce sont des moules qui sont cuites voilà, là, à la plancha avec de l'huile, un petit poivron rouge, voilà, un petit peu de pastis également à l'intérieur. Voilà, pour la cuisson de ces moules, en fait, on va essayer de donner un peu de goût voilà, à ces moules. Voilà, on va essayer de les pimper un petit peu, ces moules, tout simplement. On passe au port noir du Ventoux, le port du Ventoux, pardon, pas le port noir, le port du Ventoux. Alors ce port du Ventoux qui est élevé en semi-liberté entre 800 et 1000 mètres d'altitude et il va avoir une alimentation exclusivement composée de céréales et de légumineuses et puis donc bien entendu l'environnement également qui lui sert de nourriture, ce qui permet de produire une viande savoureuse, voilà, et une viande de qualité, ce port du Mont Ventoux. Donc là je vous montre bien entendu une côte de porc que vous voyez à l'écran, on voit bien le gras voilà, sur la côte de porc, du côté de cette petite planche voilà, apéro, on pourrait dire. On passe aux confiseries, du côté des confiseries, eh bien, les grisettes de Montpellier, qui sont ces petits bonbons, ça serait le plus ancien bonbon de France, voilà. Ça remonterait au Moyen-Âge et ça servait de monnaie d'appoint auprès des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Elles ont la forme de petites billes noires saupoudrées de sucre blanc. Alors,
là, on avait arrêté de les faire, voilà, pendant très longtemps. Et puis, en 1964, c'est Raymond Muller qui va trouver la recette des grisettes lors du déménagement d'un grenier des descendants de la famille de Paul Valéry. Et il va retrouver le feuillet manuscrit d'un ancien pâtissier qui date de 1851 et qui indiquait la recette oubliée des bonbons au miel et à la réglisse. Et comme c'est un ingénieur agronome, il va réussir à reproduire ces délicieuses sucreries, voilà, pendant des années, donc les grisettes de Montpellier. Et donc aujourd'hui, cette marque a été rachetée notamment par un ancien de Nestlé ou encore un ancien de Danone pour fabriquer ces grisettes de Montpellier. Voilà. Alors bien entendu, vous avez plusieurs boîtes pour les acheter. Donc la recette de base, eh bien, c'est très simple, c'est du sucre, sirop de glucose, réglisse, arôme de miel et anétole et de l'amidon transformé de blé, et puis auquel on rajoute un petit peu de sucre. Voilà. On poursuit avec les oreillettes. Alors là, c'est une spécialité provençale, les oreillettes. Hein. On en a également dans le commerce de temps en temps. On en trouve dans les supermarchés, mais je pense que c'est largement moins bien que ce plat fait dans la réalité. Ce sont en fait, c'est une variété de beignets, voilà, à pâte fine et croustillante qu'on va tailler en longueur. Et on mange généralement les oreillettes saupoudrées de sucre glace. Et c'est un dessert d'origine languedocienne, provençale et rouergate. Voilà. Une douceur de carnaval qui représente le pain riche pour marquer le début du carême. C'est aussi une tradition que l'on retrouve à Noël, où il va être parfois parfumé de fleurs d'oranger. Voilà. Alors il y a pas mal de beignets qui ressemblent également dans le reste de la France, hein, qui sont des beignets assez proches dans leur composition avec ces oreillettes. Voilà. Les fraises de Carpentras aujourd'hui, c'est également de la région, ces fraises de Carpentras. Alors typique les fraises de Carpentras avec ce petit panier, hein, c'est vraiment la particularité. Alors c'est une marque déposée à l'Institut national de la propriété industrielle, INPI également, mais ce n'est pas une AOP, ce n'est pas véritablement non plus une IGP. Alors la région on la cultive, ça va être autour de Carpentras bien entendu, mais également dans le Vaucluse ou dans la plaine du Comtat vénessin. Et il n'y a pas qu'une seule sorte de fraises que l'on va produire dans cette région. On va produire de la clairie, de la gariguette et de la sifflerette. Voilà, la clairie qui est, je crois, des trois la plus sucrée, peut-être la moins acide, voilà, du côté de cette fraise de Carpentras, mais moi j'en ai déjà vu dans le commerce, vous voyez, c'est vraiment reconnaissable à ces petits paniers. Les paniers, je crois qu'ils font pas 1 kg, je crois qu'ils font 750 grammes. Voilà, ces petits paniers. Et il y a une fête de la fraise également du côté de Carpentras, voilà. Mais ce n'est pas une IGP, voilà, ni une AOP. C'est important de le signaler. Vous avez également les fruits confits d'Apt. Alors Apt, c'est la ville du fruit confit, hein. Vraiment, ça c'est très important. C'est une confiserie qui doit son essor dans le XIVe siècle à la papauté d'Avignon. Alors la gamme des fruits confits, elle est extrêmement vaste. Ça va des cerises aux melons, abricots, figues, poires, prunes, clémentines. Vous avez bien entendu les écorces d'orange, de citron, le cédrat, l'ananas également, confit du côté de cette capitale mondiale du fruit confit. Et dans les années 60, l'usine de fruits confits d'Apt regroupa les 6 grandes firmes industrielles, puisqu'il y avait 6 artisans dans les années 1800, dans les années 1700 même, qui fabriquaient ces fruits confits. La production de fruits confits de Apt, exportés dans le monde entier, fournissait un emploi à près de 50% de la population active de la région. Voilà. Donc on peut les utiliser bien entendu en pâtisserie, les manger comme cela, ou encore en décoration pour les gâteaux. Et donc énormément de fruits également sont produits. Alors vous avez bien entendu des confiseurs actuellement dans le pays de Apt où vous pouvez acheter
c'est fruits confits. Voilà, c'est vraiment la ville des fruits confits. Il y a énormément de fruits différents confits, donc vous pouvez vraiment vous régaler si vous aimez le sucre et les fruits. Et puis on termine du côté du Mont Ventoux. Alors, il y a énormément de vignes dans la région, il y a énormément de vins. Voilà, hein, sur toute cette étape, on va traverser pas mal de vignobles, mais bien entendu, du côté du Mont Ventoux, eh bien, il y a du vin qui est fabriqué dans cette montagne. Alors, c'est un vin d'appellation d'origine contrôlée. Voilà, c'est du vignoble de la vallée du Rhône. 7450 hectares. On récolte à la fois du vin rouge, du rosé, du blanc, ainsi que du vin primeur, c'est-à-dire du vin primeur rouge et du vin primeur rosé. Et sa production est la deuxième en importance de la vallée du Rhône. Voilà. Et on a quelques personnalités qui fabriquent du vin dans la région. Éric Caritou, par exemple, qui était un cycliste, était vigneron dans la région. Et puis, vous avez également, si je ne me trompe pas, Patrick Chêne également, qui fait des vignes en biodynamie désormais et qui cultive des vignes du côté du Mont Ventoux. Voilà, Patrick Chêne, donc ancien journaliste du côté du Tour de France. Il a commenté le Tour de France pendant une grande dizaine d'années du côté du Tour de France. Voilà. On passe désormais à l'histoire et on va revenir sur le Tour de France. Sur le Tour de France 1955. Voilà, l'étape numéro 11 de la grande boucle. Et bien entendu, pour avoir des informations, j'ai été sur le site Mémoire du cyclisme, la grande boucle également, pour avoir ce type d'informations. Alors cette étape, elle nous emmène de Marseille à Avignon en passant par le Mont Ventoux qu'il fallait descendre à l'époque. En fait, il faut savoir que dans les années 50, on arrivait rarement en altitude. Les arrivées au sommet, c'était extrêmement rare parce que c'était extrêmement complexe à mettre en place. Donc souvent, on arrivait en bas des descentes. C'était assez habituel dans le cyclisme de cette époque. À ce moment-là, c'est un Français qui est maillot jaune avec Antonin Roland, mais qui n'est pas leader de sa formation. Début d'étape marqué par beaucoup d'attaques en début de course malgré la chaleur. Il faisait extrêmement chaud en 55 et le Mont Ventoux en fin de journée. Francis Siguenza se retrouve en tête de la course. Il est rejoint par trois autres coureurs, Skodeler, Gemignani et Kubler. Siguenza est lâché et on attaque le Mont Ventoux. Kubler est confiant et pourtant il n'est pas impressionnant sur ce Tour de France. Gemignani, dont on a déjà parlé, notamment du côté de Clermont-Ferrand, le met en garde, mais le Suisse n'écoute rien. Il ne veut pas écouter le Français qui dit fais attention quand même parce que le Mont Ventoux c'est pas si facile. Kubler est en sur-régime, il explose, il n'est plus lucide, n'écoutant même plus son directeur sportif. À 10 km du sommet, les leaders se mettent en marche après avoir repris Gemignani. Louison Bobet, le champion du monde, attaque. Il est aussi le coéquipier du maillot jaune. Le Français accélère, mais il ne s'échappe pas de manière inéluctable. Le Belge Jean Brancard au sommet n'est qu'à 50 secondes, mais ce dernier tombe. À deux reprises dans la descente, il se fait rattraper par le groupe de poursuivants avec trois Italiens à l'intérieur. De l'autre côté, Louison Bobet continue son effort et il s'impose avec 49 secondes d'avance sur Jean Brancard et les trois Italiens. Donc c'est quand même une sacrée performance qu'a réalisé Louison Bobet ce jour-là, car il n'a pas perdu du temps sur la fin d'étape qui n'était pourtant plus vraiment favorable à un homme seul. Mais il a fait un gros effort pour s'en sortir et pour conserver son avance, et son frère va le retrouver épuisé dans la chambre d'hôtel, et surtout Louison Bobet à ce moment-là est blessé à la selle, et à l'époque c'était presque un risque d'abandon sur le Tour de France, parce que c'était très dur à soigner. Il remportera cette édition, malgré tout, il va réussir à s'en sortir. Et le Suisse Ferdi Kubler va terminer avec beaucoup de difficultés.
Il a dû s'arrêter pour boire une bière, pour essayer de se réhydrater, de se donner un petit coup de fouet comme on faisait à l'époque. Et puis il va même se retrouver en sens inverse de la course. Et puis on va avoir 12 ans avant Tom Simpson, la première victime du dopage, Jean Maléjac. Le Français qui va s'écrouler dans la descente du Mont Ventoux sur le bas-côté. Il va abandonner semi-conscient et surtout victime d'une crise de délirium. Délirium, ça veut dire qu'il était accro, hein, tout simplement. Et c'est une alerte qui ne sera pas écoutée, car 12 ans après, eh bien, Tom Simpson va mourir dans la montée du Mont Ventoux. Et enfin, le maillot jaune Antonin Roland s'en est bien sorti avec seulement 5 minutes 40 de perdu ce jour-là. Il garde la tunique devant Louison Bobet, mais Louison Bobet s'imposera à la fin sur ce Tour de France. Le cycliste du jour, c'est Éric Caritou. On en parlait, Éric Caritou, qui a été cycliste et vigneron pendant un court moment, parce qu'il avait remporté en 82 le Tour de Vaucluse. Alors, en battant quand même Laurent Fignon, notamment sur un contre-la-montre, sur une étape qui arrivait du côté du Chalet Reynard. Laurent Fignon lui avait reproché d'avoir suivi une moto, enfin que les motos avaient beaucoup aidé Éric Caritou, et ce qui fait qu'il va devenir professionnel, mais en cumulant encore au tout début ce métier de vigneron. Et puis il va remporter la Vuelta en 84, Éric Caritou, et puis il va remporter pas mal de courses dans sa carrière, notamment le Trophée des Grimpeurs, notamment le Grand Prix du Midi-Libre, qui était une course très importante à l'époque. Il va être aussi 2 fois champion de France, où il va profiter un petit peu du marquage de Système U à l'époque, avec également Toshiba, qui était en fait La Vie Claire à l'époque, qui avait changé de nom, si je ne me trompe pas, parce que c'était La Vie Claire qui était devenue Toshiba, et il va réussir à remporter le titre. Il va le refaire la deuxième fois en 89, également dans sa carrière. Et puis il va seulement abandonner à 2 reprises en 15 participations sur les 3 grands tours, en 89 sur la Volta et en 90 sur le Tour de France, et ça, c'est pas arrivé non plus à énormément de coureurs. Voilà, 13 victoires dans sa carrière, et sa victoire la plus importante, bien entendu, en 84, avec sa victoire sur le Tour d'Espagne. En 84, il avait battu sur le Tour d'Espagne Alberto Fernandez et Raymond Ditzen, et à l'époque, la Volta, elle avait lieu en avril et en mai. C'était juste avant le Giro qu'on faisait la Volta. C'était même quasiment impossible de faire Volta et Giro à l'époque. Et cette Volta-là, qui ne s'était déroulée que sur 19 étapes. Enfin, 19 étapes en sachant qu'il y avait eu une étape en 2 parties, l'étape 18. Mais voilà, il n'y avait pas eu 21 étapes du côté du Tour d'Espagne, à l'époque. Et maintenant, Éric Caritou. Alors, Éric Caritou qui a également été impliqué dans la fameuse affaire de dopage des 6 jours de Bercy 86. Qui a été une grosse affaire de dopage. Beaucoup de coureurs avaient été impliqués. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu les frères Madio, je crois, dans cette affaire des 6 jours de Paris. Il y a eu Dietrich Thurau, le père de Björn Thurau également, qui avait été impliqué dans cette affaire, ce qui a forcément nui un petit peu à sa réputation. Et puis depuis, il fait du vin de nouveau au pied du mont Ventoux, et puis il est également chargé de relations publiques auprès d'ASO. Voilà, du côté de ce coureur, voilà, avec les 6 jours de Paris, ou cette affaire des 6 jours de Paris, 6 jours Paris 86, où il y avait eu pas mal de soucis avec du dopage. Je ne vais pas avoir les informations, mais je crois qu'il y avait Madio qui était impliqué. Si je fais Marc Madio 86. Non, j'ai pas l'information. Ah si. Car entendu dirigeant, dopage. Non, il n'était pas dans cette affaire-là. Donc voilà.
Voilà, il ne faisait pas partie de cette affaire. Il a été impliqué dans quelques affaires. Enfin voilà, il a été impliqué notamment avec son équipe dans des affaires de dopage au moment de l'affaire Fessina. Mais il a également pris des amphétamines à un moment dans sa carrière. Voilà. Notamment dans les critériums, voilà, à une époque. On poursuit du côté de cette étape avec la météo. Hop là, on va regarder. Donc voilà, il n'était pas impliqué dans cette affaire de dopage du côté des 6 jours, hein, Marc Madiot, pour bien corriger. Du côté de cette étape, eh bien, grand soleil, température entre 28 et 31 degrés. Et du côté du vent, eh bien, malheureusement, ce vent va être assez faible en début d'étape. Il va se renforcer à partir de Châteauneuf-du-Pape, un vent nord-nord-ouest. Donc nord-nord-ouest, qui va plutôt taper, donc soit nord, soit comme ça. Voilà, un petit peu 3/4 d'eau, mais légèrement 3/4 d'eau. Et ce vent sera entre 25 et 45 km/h, ce qui fait que dans le Mont Ventoux, le vent sera de face. Et là, on est complètement sûr qu'il sera de face. Avec un vent de 25-45 km/h, ça va complètement bloquer la course. Température prévue au sommet du Ventoux, 17 degrés. Stratégie, moi je pense qu'on aura une belle bagarre entre échappés et leader. Peut-être pas, malheureusement, à cause de ce vent. Les leaders vont savoir que faire des différences en haut du Ventoux sera extrêmement faible. Alors à part si une équipe veut vraiment tenter les grandes manœuvres ou se sent vraiment au-dessus du lot par rapport à Pogacar ou est complètement folle. Mais tu sais très bien qu'avec une étape comme ça, les écarts vont être très difficiles à faire dans le Mont Ventoux parce que c'est complètement couvert, donc vent de face, ça sera dur de faire les différences. Moi je verrais bien en fait une échappée s'imposer, prendre de l'avance. Si tu prends 3 minutes d'avance et que derrière ça se regarde un peu, c'est suffisant au pied du Ventoux. Donc voilà, je pense qu'une victoire de l'échappée, c'est jouable du côté de cette étape. Je pense que si on veut tenter des choses du côté des leaders, on attendra véritablement les Alpes jeudi et vendredi et pas cette étape-là du côté du Mont Ventoux. Du côté des favoris, eh bien je mets Higuita. Oui, qu'on a un peu vu dans les échappées. Pour l'instant, il s'est raté dans les échappées. C'est vrai qu'il s'en est plutôt sorti dans les étapes en ligne, mais plutôt raté dans les échappées. Donc je me dis pourquoi pas Higuita. Blackmore. Pour le moment, Israël, c'est pas une grande réussite du côté des échappées. Alors ils sont présents dans les échappées du côté d'Israël, mais pas forcément beaucoup de résultats. Peut-être que si on mise sur Blackmore au lieu de miser sur Lutsenko et sur Michael Woods, ça peut peut-être marcher avec le Britannique. Buitrago, qui tente sa chance du côté de cette formation, mais je ne vois pas Lenny Martinez forcément partir en échappée sur cette étape. Parce que la probabilité d'aller choper des points au du Mont Ventoux est pas si simple que ça. Même si pour moi l'échappée ira au bout, il va falloir être costaud pour marquer les points, ça demanderait beaucoup d'énergie. Mais pourquoi pas Buitrago? Et puis on peut aussi se dire qu'on emmènera les deux du côté de la Bahreïn, si on arrive à mettre les deux en échappée du côté de la Bahreïn, avec un Mohoric qui roulerait sur le plat. Après, on peut jouer le surnombre, et ça peut être à l'avantage d'un Buitrago sur cette étape. Et puis en cas d'arriver en boss, c'est vrai que ça peut être un coureur costaud, même si c'est vrai que Martinez connaît le Mont Ventoux, il a déjà battu Michael Woods sur le Mont Ventoux également. Ça peut être aussi intéressant. Mais voilà, je tente Buitrago. Mais vous l'avez compris, vous pouvez également tenter Martinez. Et puis en grosse cote, Christian Rodriguez. Il y a peut-être quand même moins d'intérêt à protéger un leader sur cette étape par rapport à d'autres. Ça peut peut-être permettre au coureur de la Arkea de pouvoir jouer sa chance. Donc grosse cote, Christian Rodriguez. Programme télé, départ fictif. À partir de 12h10, un départ fictif qui sera extrêmement long. Il va durer au moins 30 minutes. On passera à Aigremont à 130 km de l'arrivée entre 13h34 et 13h39. Uzès à 104 km de l'arrivée entre 14h07 et 14h16. Châteauneuf-du-Pape, le sprint intermédiaire entre 15h07 et 15h21. On sera à 59 km de l'arrivée. Saint-Estève, le pied du Mont Ventoux entre 16h03 et 16h22 pour une arrivée prévue un petit peu plus tôt que d'habitude entre 16h44 et 17h12
Donc important voilà, de le souligner, 16h44, 17h12 du côté de l'arrivée de cette étape. Eh bien nous on se retrouvera juste après pour faire le débrief en short sur YouTube, et puis le débrief un petit peu plus tard dans la soirée aux alentours de 21h pour le débrief complet de cette journée. Eh bien nous on se retrouve demain, 7h pour la présentation d'une nouvelle journée du côté de Valence. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.